Écoutez le monde vétérinaire autrement sur Veto Micro, un podcast produit par Thémavet. Bonjour, je suis Marine Slove, vétérinaire touche-à-tout, journaliste et fondatrice de Thémavet. Moi, je suis Sophie Hulford, vétote multicasquette, et je me suis fixée comme objectif l'amélioration du quotidien des vétérinaires. Bienvenue sur la saison 2 du podcast qui donne la parole aux vétérinaires. Vous entendrez ici des consoeurs et des confrères, praticiens ou non, raconter leur parcours professionnel, avec leurs réussites, leurs joies, leurs difficultés et leurs échecs aussi parfois. En se confiant sur une tranche de leur existence et en interrogeant leur quotidien professionnel, ils nous démontrent qu'il y a 1000 façons d'être vétérinaire. Nous avons voulu ici nous raconter tels que nous sommes vraiment. Parler de notre rapport au métier bien sûr, mais aussi et avant tout de notre rapport à la vie, à l'animal, à la planète. Ici, pas de tabou, pas de langue de bois et surtout pas de culpabilité. Vous êtes ici chez nous, mais surtout, vous êtes ici chez vous. Belle écoute! Bonjour à tous et bonjour à toutes. Aujourd'hui, sur Veto Micro, j'accueille Audrey Chevalier. Bonjour Audrey. Bonjour Sophie, bonjour tout le monde. Audrey, tu es vétérinaire, diplômée de Vet AgroSup à Lyon en 2020 et tu as bien d'autres formations à ton palmarès, dont un master en géographie à l'École Normale Sup de Lyon, sur les mondes émergents, mondes en développement, et tu as aussi, à ton effigie, des cours à Sciences Po également sur les territoires, entreprises et développement durable. Enfin, un Master 2 en sciences halieutiques et aquacoles avec une spécialisation en gestion des pêches et écosystèmes côtiers et continentaux. Aujourd'hui, tu as ton propre cabinet de conseil pour accompagner les entreprises sur les sujets de recherche dans la gestion intégrée des zones littorales. Et tu es Oceans Project Manager en Guyane française chez WWF. Audrey, enfin, tu es aussi réunionnaise, sportive, une femme libérée, je ne vous en dis pas plus pour le moment, et bien sûr une militante pour la cause animale. Bref, un sacré bout de femme. Commençons donc par le commencement. Audrey, pourquoi vétérinaire ? Waouh, déjà merci pour ce résumé. J'aurais peut-être pas employé tous ces mots pour me décrire moi-même, mais merci. Pourquoi vétérinaire ? Eh bien parce que je tombe vraiment dans le cliché de la plupart de nos confrères et consoeurs, c'est-à-dire que moi à 5 ans j'étais sûre, je savais. Je voulais être vétérinaire, j'étais une petite fille qui était très introvertie, très timide, et j'étais beaucoup plus à l'aise avec les chats, les chiens et les chevaux qu'avec les gens. Et je savais que moi le but de ma vie c'était de sauver des vies animales, quoi. Donc une fois qu'on prend cette décision à 5-6 ans et que en fait plus les années passent, plus on est sûr de ce qu'on veut faire, on se pose plus la question, quoi. On fonce, on fait tout ce qu'il faut pour que ça arrive. Donc on m'a dit qu'il fallait bien travailler à l'école. Alors j'ai bien travaillé à l'école parce que je savais que je voulais être vétérinaire. Et puis voilà, j'ai passé mon bac, je suis rentrée en prépa. Puis j'ai foncé jusqu'à rentrer à l'école vétérinaire de Lyon. Et du coup, est-ce que ta passion pour l'océan, elle débute pendant cette période-là, donc quand tu es toute petite, grandissante, ou est-ce que ça vient par la suite ? Non, je pense que ma passion pour l'océan, elle est née, elle est apparue au fur et à mesure que je grandissais, effectivement. Donc moi, j'ai grandi à La Réunion, donc j'ai toujours été en contact avec la mer. On allait beaucoup à la plage, mais aussi j'ai fait de la plongée sous-marine, du bateau, de l'optimiste. Enfin, j'étais vraiment très en contact avec ce milieu. Et en fait, sans m'en rendre compte, c'est devenu ma zone de confort. Et c'est devenu quelque chose avec laquelle j'étais hyper à l'aise et qui représentait en fait beaucoup pour moi. Sauf que je m'en suis pas rendu compte avant d'arriver à Lyon. C'est-à-dire que c'est en arrivant à Lyon, donc une ville qui a rien à voir avec l'océan, que je me suis rendu compte à quel point l'océan me manquait et signifiait beaucoup pour moi. Donc il a fallu en fait cette prise de distance finalement géographique pour que je me rende compte à quel point l'océan était important pour moi. Et après c'est allé très vite parce que du coup mon premier stage libre entre guillemets à l'école vétérinaire, ça a été un stage en protection des tortues marines à La Réunion. Donc je suis vraiment rentrée chez moi et c'était une évidence
pour moi que d'aller vers la médecine, au début la médecine du coup, mais la médecine des animaux marins. Donc j'ai commencé par les tortues marines et en fait du coup quand on est dans ce milieu et quand on vient de la Réunion finalement ça va assez vite parce qu'on se fait un réseau assez vite et du coup voilà, c'était comme ça que j'ai retrouvé l'océan, mais il a fallu que je le quitte pour me rendre compte que c'est ça que je voulais faire. Et c'est pas commun comme orientation, donc comment est-ce que alors tu parles de facilité là et d'évidence, mais est-ce que c'était facile pour toi de choisir cette orientation-là pendant que tu étais en école veto? Alors pas du tout, parce que en fait je l'ai fait assez spontanément du coup en première année, donc avec ce fameux stage de soins en tortues marines. Mais en fait, quand je suis rentrée après donc cet été-là où j'étais rentrée à La Réunion, j'avais retrouvé un peu ma zone de confort, mon ancrage, etc. Donc j'arrivais en deuxième année à Lyon et là c'était une année vraiment pas facile parce que je me posais énormément de questions. Je me suis rendu compte que la médecine individuelle des animaux de compagnie, des chevaux et des animaux d'élevage, ça ne m'intéressait pas. Et qu'en fait j'avais la tête dans les océans, sauf que comment faire pour lier finalement ces deux mondes, j'avais pas vraiment de solution facile. Donc ça a été une année de beaucoup de questionnements, j'allais pas très bien. En plus, j'avais été refusée en Erasmus parce que j'avais pas d'assez bonnes notes à l'école veto. Donc tous mes potes étaient partis, tous mes potes proches étaient en Erasmus quand j'étais en deuxième année. Donc, je me suis retrouvée un peu solo. Et en questionnement, donc ça n'allait pas. Et j'ai failli arrêter veto cette année-là parce que vraiment j'avais trop de questions. Je me disais que aussi tous les gens que j'avais rencontrés dans le milieu marin pendant cet été-là étaient pas du tout vétérinaires. Ils étaient ingénieurs halieutes, la plupart. Donc ça veut dire qu'ils avaient fait un parcours d'école d'ingé à Rennes. Donc en fait en France, il y a une seule formation d'halieute. C'est l'école d'ingénieurs agronomes de Rennes qui a cette spécialité. Et en fait, tous les gens que j'ai rencontrés dans le milieu des tortues marines à La Réunion, ils avaient fait ce parcours-là. Donc moi, en deuxième année, je me disais, mais en fait, pourquoi je suis à veto? Ça va me prendre beaucoup plus de temps. Certes, c'est mon rêve d'enfance, mais là, ça perd du sens. En plus, bon, mes potes sont plus là, mes potes de promo. Qu'est-ce que je fais, quoi? Donc non, ça n'a pas du tout été évident. En mai donc de cette année, donc juste avant les partiels, j'arrive je m'en souviendrai toute ma vie, je crois. J'arrive dans le bureau de mon directeur des études et je lui dis moi j'arrête. J'arrête, je m'en vais, j'en ai marre de cette école, personne comprend ce que je veux faire, personne m'encourage parce qu'effectivement quand je disais biologie marine, animaux marins, tout le monde me regardait avec des yeux de Merlan frit en me disant oh là là, qu'est-ce qu'elle veut, qu'est-ce que c'est que ce délire. Personne comprenait, donc je me suis sentie hyper seule, quoi. Donc en mai, je décide, je dis de toute façon, je vais rater tous mes partiels, j'avais rien foutu de l'année. Enfin, j'avais rien foutu. J'avais fait plein de trucs sauf des trucs veto. Donc j'étais sûre de me planter, quoi. Donc j'arrive dans le bureau et je dis bon, j'arrête. Puis en fait, il me regarde comme ça, il me dit oh là là, qu'est-ce qui se passe? Et je dis moi ça va pas, cette école, y a rien qui me correspond. Finalement, je suis pas sûre de vouloir être vétérinaire, quoi. Je vais arrêter. Et en fait, il me dit, tu sais, Audrey, ce diplôme, il sert pas qu'à être vétérinaire. Et si t'as besoin de soutien, parce qu'en fait, c'était ça le sujet, sauf qu'à l'époque, je le voyais pas vraiment. Mais il me disait, t'as besoin de soutien psychologique, en fait. T'es à 11 000 kilomètres de ta famille, 11 000 kilomètres de ta zone de confort, de ta culture. Tu te sens complètement paumé. Et viens, on t'aide en fait. Et donc là, c'est quelqu'un qui a fait ce qu'il fallait faire parce qu'il m'a envoyé en psychothérapie et effectivement, il y avait beaucoup de choses qu'il fallait remettre à sa place juste dans ma tête pour que j'aille mieux, pour que je sache ce que je veux. Et j'étais complètement perdue. Et donc il a fait ça. J'ai passé mes partiels tant bien que mal. Je me suis rétamée. Je me souviens plus combien de rattrapages j'ai eu cette année-là, mais je crois que c'était quelque chose comme 12, quoi. J'avais 12 matières au rattrapage. Et en fait, je suis partie à La Réunion. Donc, je repasse un été à La Réunion. Je fais un stage génial à l'Ifremer, donc en recherche, cette fois. En recherche en biologie marine.
Ce qui me conforte encore plus dans l'idée que, effectivement, c'est ingénieur à Lyout qu'il faut que je fasse, parce qu'encore une fois, mon maître de stage est ingénieur à Lyout et il fait des sujets qui me passionnent et l'Ifremer à La Réunion fait des projets incroyables. Et donc, je me régale pendant ce stage. En plus, je retrouve ma famille, mes parents qui me disent, allez, on t'accompagne, on va jusqu'au bout, on sait que c'est dur, mais tu vas y arriver, quoi. Donc là, pareil, qui me rebooste. Et en fait, j'arrive, donc je fais ma rentrée en 3e année à l'école vétérinaire. Et puis en fait, je plante sur mes 12 rattrapages, j'en plante 2. Et à l'école vétérinaire de Lyon, quand on plante 2 rattrapages, on redouble. Donc, je me retrouve dans une année où je vétère. Donc, on appelle ça vétérer chez nous. Donc, je redouble ma 2e année, sauf que j'ai plus à passer toutes les matières que j'ai déjà validées. Donc, en fait, je me retrouve dans une année un peu, entre guillemets, vide, puisque j'ai plus que 2 partiels à passer de toute l'année. Et bon, j'ai le droit d'avancer des matières de 3e année. Donc en fait, je me retrouve dans une année hybride où je fais un peu des matières de 2e année, un peu des matières de 3e année, mais surtout, j'ai énormément de temps pour mûrir mon projet et faire d'autres choses. Et du coup, je profite de cette année-là pour développer à fond mon association. Donc, j'étais présidente de l'IFSA, c'est International Vet Students Association, qui est présente partout dans le monde, dans les écoles vétérinaires. Et donc là, je booste à fond l'assaut. On fait 4 échanges internationaux cette année-là. Je m'inscris à l'ENS. Donc déjà en 1re et 2e année, j'avais fait du coup Sciences Po et le CHELS, le Collège des hautes études de Lyon Sciences, qui est un regroupement d'écoles en fait qui offre des cours transversaux. Et donc c'est là que j'avais étudié le développement durable pour la première fois. Mais du coup, en 2e année, j'avais fait Sciences Po et en 3e année, je m'inscris à l'ENS et je fais un cours de master qui me passionne sur monde émergent, monde en développement. Donc pour la première fois, je touche à la politique internationale et ça me passionne, surtout sur les sujets environnementaux. Et je profite aussi de cette année-là pour taffer à fond des candidatures de stage pour l'été d'après et je décroche un stage à l'ONU, à la FAO. Donc en fait, ce truc de redoubler où je me disais oh là là mais t'es vraiment nul, c'était mon premier vrai échec, je dirais dans le milieu un peu scolaire. Donc je l'avais super mal vécu, je le vivais comme un échec. Ben en fait finalement cette année m'a installée dans mon projet professionnel. Et donc je ne remercierai jamais assez mon directeur des études puisque c'est vraiment lui qui a fait en sorte que je reste à l'école. Et finalement, du coup, ce stage à l'ONU a révolutionné mon parcours parce qu'une fois qu'on a l'ONU écrit dans son CV et qu'on a travaillé sur des sujets hyper internationaux, donc là sur la pêche, parce que du coup la réflexion c'était celle-là, c'était de dire bah moi finalement qu'est-ce que je veux faire ? Je veux sauver des animaux marins. Quelles sont les menaces qui pèsent sur les animaux marins ? Bon bah le réchauffement climatique contre lequel on peut pas lutter autrement qu'en politique finalement. Et la pêche. Donc moi je veux faire les deux, je veux faire de la politique et je veux faire de la gestion des pêches. Et donc naît cette idée d'aller à la FAO qui est la grande instance internationale qui s'occupe de ces sujets et de faire un stage chez eux et de commencer à me faire un réseau en fait dans ce milieu-là. Et donc après c'était parti quoi. 4e année, bon bah c'était l'année de clinique mais je préparais à fond mon CV pour rentrer en école d'ingénieur et du coup j'ai pu en 5e année au lieu de faire une 5e année vétérinaire demander à partir en master 2 puisqu'en fait c'est assez facile maintenant dans les écoles vétérinaires françaises la seule condition pour partir en master 2 c'est que le master 2 t'accepte finalement. Donc en fait une fois que j'avais passé un entretien avec les profs de mon master 2 de Rennes donc les Aliotes et qui m'avaient dit c'est bon on te prend dans la promo de l'année prochaine, j'ai présenté ça à l'école vétérinaire et ils m'ont laissé partir quoi. Donc en 5e année, j'étais inscrite à l'école vétérinaire et à l'école d'ingénieur agronome de Rennes et j'ai fait ce double cursus et du coup mon stage de fin d'études d'Aliout a été ma thèse vétérinaire et je suis retournée à la FAO. Donc j'ai refait un sujet très international, très politique sur la protection des espèces marines dans le commerce international. Donc c'est comme ça que le parcours s'est mis en place, mais effectivement non, c'était pas du tout facile et j'ai tendance à l'oublier parce que je crois qu'on a tendance à toujours retenir les bons moments et les choses positives, mais il y a eu des moments extrêmement durs pendant mes études vétérinaires
où je me sentais complètement alien en fait à l'école et en cours. Et d'ailleurs, j'y allais pas en fait. Je fuyais l'école, je fuyais le campus. Je faisais partie des rares personnes qui habitaient pas sur le campus. Et aussi, je pense qu'un truc qu'il faut dire, c'est que venant de la Réunion, moi, je me sentais pas bien du tout dans un milieu qui manquait de diversité. Je trouvais que dans le monde vétérinaire, on restait entre vétérinaires, les vétos étaient en colloque entre eux, ils parlaient que des cliniques, ils parlaient que du monde vétérinaire, et en fait, ça m'angoissait, quoi. Moi, j'avais besoin de diversité, j'avais besoin de rencontrer des gens qui faisaient autre chose, qui venaient d'autres cultures. Donc moi, j'habitais dans le centre de Lyon, avec des gens qui avaient rien à voir avec le milieu vétérinaire en coloc, et je sortais énormément, je voyais mes potes de la Réunion, je rencontrais des gens vraiment complètement en dehors de ce monde-là. Et quand je revenais sur le campus et que j'avais l'impression de me réenfermer un peu dans la bulle vétérinaire, ça m'angoissait, quoi. Donc je fuyais le campus, je fuyais l'école et je faisais tout pour faire autre chose. Donc non, c'était pas évident et pas facile. Pour résumer. Merci pour cette réponse hyper complète et un parcours passionnant néanmoins, que t'as rencontré la bonne personne finalement qui a réussi à te faire rebondir, et puis j'ai l'impression que ça a été ton levier finalement et que c'est comme ça que voilà, ça y est, t'as démarré, t'es parti, quoi. Ce côté conscience écologique que tu décris sur ton troisième stage là à la FAO, est-ce que ça c'est quelque chose dont tu avais pleinement conscience quand tu commençais à t'intéresser à l'halieutique? Oui, parce que c'est quelque chose qui était assez ancré. En fait, quand on fait de la plongée sous-marine, on se rend très vite compte des problématiques de la pollution. Quand on s'intéresse un peu à la biologie marine, on prend vite conscience des impacts du réchauffement climatique sur l'environnement. Donc c'est des choses que je savais depuis que j'étais petite. Et je savais que je voulais me battre. Je savais que je voulais être dans l'action par rapport à la protection de l'environnement. Donc c'est venu assez naturellement pour moi. Après, c'est pas parce que ça vient naturellement que c'est facile, parce que on te dit souvent que c'est des milieux qui sont bouchés, qu'il y aura pas d'opportunités, que c'est des combats sans fin, que tu vas t'épuiser, que ce sera jamais assez. Donc il y a plein de petites voix en fait qui s'élèvent pour décourager un peu quand on se lance dans ces domaines-là. Mais bon, pour moi, il y avait rien d'autre qui avait du sens, quoi. Pour moi, c'était un peu ça ou rien. Donc j'y suis allée. Très bien. Et ton stage, parle-moi de ton stage, parle-nous de ton stage du coup à l'ONU. Comment ça se passe? Qu'est-ce que tu fais concrètement? Donc la première fois que je vais en stage à l'ONU, clairement j'ai un énorme syndrome de l'imposteur. Je me sens comme une touriste parce qu'en fait je suis entourée que de gens hyper brillants et hyper spécialisés. Et en gros, moi, mon maître de stage, il me donne un sujet qui était à l'époque émergent. Et c'était les fraudes des produits de la mer. Donc, je me retrouve à étudier un sujet qui a plutôt à voir avec le commerce des produits de la mer, mais aussi leur production. Et en fait, je me passionne pour ce truc, alors que j'y connaissais vraiment rien. Je connaissais rien à la pêche, je connaissais rien au marché ni au commerce des produits de la mer. Mais en fait, je me lance à fond là-dedans, je me mets à faire des recherches, mais nuit et jour. Et en plus, c'était des stages pas longs, parce qu'en école vétérinaire, même l'été, au final, on n'a pas tant de temps que ça. Donc je crois que c'était 6 semaines. J'avais pris tout l'été, quoi. 6 semaines sur ça. Et en fait, je me passionne tellement pour le truc que je dis à mon maître de stage, qui était quelqu'un qui un peu pesait dans le game en termes de hiérarchie à la FAO, puisqu'il était directeur de branche et en fait dans leur arbre de hiérarchie là, c'est assez haut. Donc en fait, il faisait ce qu'il voulait, le gars. Et je lui dis, moi, j'aimerais bien faire une restitution de ce que j'ai appris, parce que j'ai appris beaucoup de trucs et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui travaillent sur les produits de la mer ici qui n'ont pas conscience de l'ampleur du phénomène sur les fraudes et tout.
Il me dit ok, pas de souci. Et donc en fait, il m'organise une conférence et je me retrouve moi, petite élève de 3e année d'école vétérinaire, à donner une conférence à l'ONU devant des experts internationaux sur les fraudes aux produits de la mer dans le monde entier. Et donc j'avais plein de cas d'études, j'avais plein de trucs à expliquer. Et ça dure, je sais plus, 1 heure. Et en fait, je me suis pas rendu compte, mais à l'époque, j'ai revu des gens qui étaient là dans cette salle cette année-là, qui m'ont dit, mais nous, on était persuadés que tu étais une experte. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais donné cette impression-là, alors que moi, j'étais persuadée d'être personne et de rien savoir. Mais c'est aussi ce qui m'a fait prendre conscience que quand on se met à fond dans quelque chose, on peut devenir sachant très vite. Et on peut apporter aussi des choses aux autres qui travaillent dans ce domaine. Et donc, je donne cette conférence et c'était génial. Il y avait, je sais plus, 150 personnes dans l'amphi. Je me rends compte que c'est trop mon truc de parler en public, que donner une conférence, en fait, je suis hyper à l'aise avec ça, même au plus haut niveau. Donc là, on parle c'est l'ONU, quoi. C'est conférence en anglais. Il y a toutes les nationalités dans la salle. Voilà, c'est chouette, quoi. Et moi, je me rends compte que je suis hyper stimulée par ça et que ça me correspond très bien. Et qu'en plus, le sujet me passionne, quoi. Donc ça, c'était mon premier stage. Et donc, ça m'a un peu lancé dans la pêche, dans le comprendre les échelles de travail aussi, quand on parle des produits de la mer, quand on parle de la gestion des océans et de leurs ressources. Donc voilà, ça commence comme ça. Et puis en fait, après, du coup, c'est pour ça aussi que mon sujet de thèse a été très orienté aussi marché international. Mais je voulais un peu plus de biologie, donc j'ai orienté très fort sur les espèces marines menacées d'extinction. Donc c'est vraiment une catégorie très spécifique d'espèces. Est-ce que tu as une idée précise à ce moment-là des débouchés et de ce que tu veux faire? Parce que ça me paraît tellement intéressant et vaste quand tu me l'expliques là. Je me dis, il va avoir, je sais pas, je t'imagine presque en train avec toutes tes idées en disant, mais je veux tout faire. C'est vrai que c'était un peu un sujet. Je savais pas du coup. En fait, j'ai suivi ce que j'avais envie de faire. Donc là, tu vois, c'était assez spontané. Je me suis dit, allez, faut aller en politique, donc je vais à la FAO. Hop, je vais à la FAO. Puis en fait, je découvre que tu fais pas de politique sans t'intéresser au marché, aux transactions, à la production. Donc en fait, il faut s'intéresser aussi aux techniques de pêche, il faut s'intéresser aussi aux réglementations. Et donc là, le parcours halieutique devient de plus en plus évident. Donc, je vais en halieutique. Et puis, en fait, en halieutique, on étudie plein de trucs. Et puis, je me rends compte que ce qui me passionne le plus dans mes cours, finalement, c'est les sciences sociales. C'est comment on convainc des pêcheurs d'adapter leurs pratiques à la biologie d'une espèce, comment on fait de la gestion intelligente d'une ressource naturelle. Et ça, c'est aussi, c'est ce que je découvre aussi pendant les cours d'halieutique, c'est que la pêche, c'est la dernière pratique de cueillette professionnelle. C'est-à-dire que c'est la nature qui produit sans qu'on puisse influencer sur cette production. Et nous, on va cueillir ce que la nature est en capacité de donner. Et donc ça, c'est toute la logique de la gestion des stocks et de la production. Et donc en fait, c'est au fur et à mesure que je me dis, ok, ça m'intéresse, ça moins. Et puis je fais un tri comme ça au fur et à mesure. Et puis après, du coup, la dernière année où du coup ça devient un peu plus concret, on se dit, oh là là, on va avoir notre diplôme à la fin de l'année, qu'est-ce qu'on en fait, où est-ce qu'on va, sachant que je prenais aussi conscience que tout ce qu'on m'avait dit sur il y a pas d'opportunité ou bien c'est trop dur, c'était faux, qu'en fait des opportunités il y en avait plein, mais dans plein de structures différentes finalement. Et après c'est le monde de la pêche, donc ça c'est un monde que les gens de toute façon connaissent très mal, mais en fait il y a plein d'organismes qui gèrent la pêche à toutes les échelles, c'est-à-dire qu'on part de l'échelle très locale avec les comités des pêches, à l'échelle nationale avec le comité national, avec des assos aussi, donc les ONG, mais ça va jusqu'à l'échelle régionale. Donc par exemple, on parle des ORGP, des organismes régionaux de gestion des pêches qui font ça, mais aussi le mondial avec la FAO, avec l'OMC par exemple, l'Organisation mondiale du commerce. Donc en fait, tout est possible à toutes les échelles, sauf que nous, en tant que jeunes professionnels, il faut choisir nos priorités. Et donc moi, je savais que ma priorité, c'était plutôt la conservation. Et
au départ, quand je commence ma thèse, j'étais persuadée que l'échelle qui m'allait bien, c'était l'international. D'où le stage à la FAO. Sauf qu'en fait, du coup, moi, donc je suis diplômée 2020, donc en fait, c'est l'année Covid. Donc j'ai passé ma thèse, tout mon stage à la FAO a été quasiment en télétravail. Donc j'ai travaillé sur des politiques internationales toute seule dans ma chambre, quoi. Et ça m'a pas plu du tout. Et en fait, je me suis rendu compte que finalement les postes à la FAO, donc le poste de mon maître de thèse, mais le poste de plein de collègues, étaient très très loin du terrain et qu'en fait, on était juste enfermés dans des bureaux et qu'on faisait beaucoup de la théorie. On théorisait énormément sur ce que c'est que les gestions nationales, ce que c'est que les politiques, comment influencer la société avec toutes ses composantes, donc les individus, les entreprises, les gouvernements, mais que finalement c'était assez peu concret. Et c'est vrai qu'à la sortie de ma thèse, j'avais une idée beaucoup plus précise de ce que je voulais, et en fait je voulais être sur le terrain, je voulais quand même être en contact avec les animaux, ça m'avait manqué, et je voulais avoir un impact. Et en fait c'est très difficile d'avoir un impact à échelle internationale, surtout en début de carrière. Donc, c'est après que c'est comme ça que j'ai pris conscience que moi, je voulais plutôt revenir sur le terrain, faire de la gestion des pêches plutôt locale, avoir un impact sur des populations d'animaux que je pouvais voir, quoi, que j'allais pouvoir un peu toucher du doigt. Et voilà. Donc, c'est comme ça que le début de ma carrière a démarré. Est-ce que tu dirais que c'est juste de te décrire comme quelqu'un qui a su finalement être très à l'écoute de toi et tes besoins au cours de tes études? Oui, je pense que oui. Il a fallu que je me reconnecte à mes besoins, comme tu dis, à ce que je voulais. Et c'était pas forcément évident au début parce qu'en fait on a envie d'écouter les autres, on a envie d'écouter finalement ceux qu'on considère comme les sachants, donc les profs, peut-être nos parents, peut-être des amis qui sont déjà dans le monde professionnel. Et puis en fait, plus j'avançais et plus les voix à l'intérieur de moi se faisaient fortes. C'est-à-dire que c'était difficile, au final, c'était difficile de plus les écouter, quoi. Donc, je les ai écoutés, je me suis écoutée, j'ai écouté ce que je voulais. Et c'est comme ça que de fil en aiguille, j'ai pu finalement affiner vers quoi j'allais. Très clair. Et je refais un petit peu marche arrière au niveau de tes études sur les différents diplômes qui sont venus se greffer à ton diplôme de vétérinaire. Comment ça se passe? Qu'est-ce qui t'a le plus intéressé? Qu'est-ce qui t'a le plus plu? Est-ce que ça a été facile pour toi? Alors, j'ai bien entendu que pendant l'année où tu avais juste tes 2 partiels, c'était relativement facile pour toi d'aménager ton temps. Mais voilà, quelles difficultés t'as pu rencontrer? Qu'est-ce que ça t'a apporté tout ça? Quand j'étais à Lyon et du coup que j'ai pu aller donc aux Shells, à Sciences Po et à l'ENS, c'était assez facile parce c'est assez peu exigeant finalement. En gros, comme c'est des regroupements d'écoles, ils s'attendent à avoir des gens qui viennent d'ailleurs. Et du coup, des fois, sur des explications de notions, des choses comme ça, ils vont plus prendre le temps d'intégrer les gens pour qui c'est peut-être moins évident ou qui ont moins le background qu'il faut pour ce genre de choses. Par contre, quand je suis arrivée du coup en ingénieur à Lieu à 100%, du coup c'était 100% de mon temps le premier semestre. Là c'était plus compliqué parce que du coup c'est très rare qu'ils intègrent des élèves d'ailleurs et ça m'a passionnée et pour une fois je retrouvais un peu les sensations que j'avais en prépa, c'est-à-dire où j'étais contente d'aller en cours, quoi. J'étais content et c'était aussi la même configuration avec une petite promo de 30 personnes, les profs qui connaissent ton nom, qui sont investis dans ton projet, qui savent ce que tu veux faire, qui commencent à connaître un peu ta personnalité, où tu peux un peu t'envoyer des pics, des choses comme ça, chose que j'avais complètement perdue à Veto parce que je trouvais qu'on était hyper anonymisés, que les profs ils savaient pas qui on était, qu'on était des promos de 100, je sais plus combien, 130.
Donc en fait, les amphis, moi, ça m'angoissait, je voulais pas y aller. Du coup, j'y allais pas. Et même en TD, finalement, on passait tellement peu de temps avec les profs qu'on n'avait plus ce lien. Et donc là, je retrouve ce lien, mais du coup, on est très exigeant avec moi parce que faut que je rattrape mon retard. Je suis que avec des ingénieurs qui ont déjà fait de la cartographie, qui ont déjà fait des statistiques poussées, et moi, je suis complètement larguée. Et alors en plus, je fais des gardes vétérinaires à cette période, donc je suis en cours du lundi au vendredi, et du vendredi au lundi matin, je suis en garde dans une clinique pour mettre un peu de sous de côté et aider mes parents, parce que du coup mes études commencent à être longues. Donc je travaille le week-end en tant que véto, parce que j'ai ma carte verte du coup. Je suis sortie de 4e année, et je dois rattraper tout mon retard sur les stats, la carto, les sciences sociales, puisque j'en avais quasiment jamais fait. Et donc là, c'est pas évident, mais ça me passionne. C'est-à-dire que les sujets me passionnent. En plus, 2 fois dans le semestre, on va sur le terrain, on rencontre des gens. Du coup, ça devient de plus en plus concret, le type de carrière qu'on peut avoir, le type d'impact, les types de sujets. Enfin, tout ça me fascine et me motive à fond. Donc j'y vais à fond. Mais par contre, c'est vrai que je vis un semestre très intense et où je retrouve un peu un style de vie type prépa, puisque je fais plus que ça, quoi. J'ai très peu de vie sociale, mes colocs se battent pour me sortir. Enfin, ça devient, voilà, c'est ce type de vie, quoi, où je suis à fond dedans. Et tu fais quoi alors comme remplacement? T'es en chien-chat les week-ends? Ouais, je suis en chien-chat et je suis en urgence. Je me souviens même plus comment s'appelait la clinique, mais en gros, c'était, tu sais, une clinique qui regroupe toutes les gardes des cliniques de la région. Yep, je vois bien, ouais. Voilà, donc sur le week-end, moi, je faisais des rotations comme ça. Voilà. Et en tout cas, t'es 100% aligné et à aucun moment ces week-ends en chien-chat ne te donnent envie d'aller toucher à la pratique, on va dire, plus traditionnelle. Non, pas du tout. Mais par contre, en fait, j'avais un peur d'un truc, c'est que durant ma 4e année, j'ai quand même aimé la pratique. Et alors que je m'y attendais pas. En rentrant en 4e année, moi, j'avais hyper peur. Je me disais, oh là là, je vais passer une année horrible. Je vais faire que des trucs qui me plaisent pas. Et puis, en fait, je tombe dans un groupe de clinique qui est génial. Ces gens deviennent ma famille, quoi. Ça devient mes amis les plus proches de l'école. Et en fait, je passe une super année où je m'éclate, où j'apprends plein de trucs. Et du coup, je retombe dans la configuration petit groupe qui me correspond beaucoup plus, où je peux m'investir et du coup, j'apprends. Donc j'adore la pratique finalement. Enfin, il y a plein de choses qui me plaisent. Je me sens assez à l'aise. J'apprends des trucs. Cet été-là, d'ailleurs, je fais des remplats pendant 2 mois. Je bosse à temps plein en tant que véto entre ma 4e et ma 5e année pour mettre de l'argent de côté. Et en fait, j'ai peur, et c'est ça qui se passe dans ma tête à ce moment-là, j'ai peur de perdre ça. Je me dis, bon, je pars dans le milieu à Lyeut, mais imagine ça te plaît pas. Imagine finalement ce que t'apprends en cours, c'est pas fou. Et donc au début de l'année, je me dis, j'ai pas envie de perdre ce lien vétérinaire et ce lien à la pratique, donc je continue à faire des gardes le week-end pour garder ce lien. Et donc en fait, au fur et à mesure que le semestre passe, déjà je me rends compte que j'adore mes cours et que finalement oui ça me plaît de ouf et que j'ai vraiment envie de faire ça. Et les gardes, ça se passe moins bien qu'à l'école et moins bien que mes remplats, parce qu'on est beaucoup plus lâché dans la nature en fait. Dans cette clinique-là, moi je me suis retrouvée à faire des gardes toute seule, alors qu'on était les juniors, on n'avait pas d'ASV, on n'avait pas de seniors. Et donc, en fait, je me retrouve plusieurs fois face à des situations cliniques hyper compliquées à gérer. Donc, certes, je peux appeler le senior, mais en fait, il y a quand même toute une partie de la garde où tu dois gérer tout seul, quoi. Ou du coup, ça me met un peu en difficulté. Je me dis, finalement, c'est peut-être pas si mal que j'y aille pas, quoi. que j'aille pas dans la clinique, tout de suite, en tout cas. Et alors que mes remplats s'étaient hyper bien passés, où je m'étais hyper sentie accompagnée, pas en difficulté, à l'aise,
à apprendre au fur et à mesure de mieux en mieux, de me sentir de plus en plus compétente. Et là, en fait, les gardes me détruisent un peu ça, quoi. Et donc, à la fin du semestre, quand je pars en stage pour ma thèse, finalement, je suis soulagée de faire plus que de l'halieutique et de la science politique et de la science sociale. Donc, finalement, c'est terrible parce que ça a été ma dernière expérience clinique. Depuis, j'ai jamais remis les mains dedans, quoi. Donc c'est un peu triste. C'est un peu triste, mais en même temps, ça t'a aidé dans ta prise de décision. Ben, ça m'a aidé et à la fois, même aujourd'hui dans ma vie, je pourrais faire des gardes, je pourrais filer un coup de main à des assos, je pourrais mettre mes compétences cliniques au service d'autres choses, mais je le fais pas parce que je me le sens pas par rapport à cette dernière expérience. Peut-être que ça viendra avec le temps, peut-être que je reprendrai confiance. J'ai plein de potes qui sont cliniciens, je pourrais très bien aller me reformer en quelques semaines sans aucun souci, mais j'ai pas envie de le faire pour l'instant. Alors que c'est quelque chose que j'envisageais au moment où j'ai pris la décision d'aller vers l'halieutique et de lâcher Veto, c'est quelque chose que j'envisageais. D'accord, ok. Bon, peut-être pas le moment aujourd'hui, peut-être que ça reviendra. C'est ça. Pendant tes études, il me semble, tu crées aussi une boîte, un cabinet avec un ami. Qu'est-ce que vous faites précisément? Déjà, quel ami? Est-ce que c'est un ami Veto? Qu'est-ce que vous faites précisément? Quel genre de projet? Raconte-nous tout. Alors ça c'est vrai que c'est un chapitre peut-être un peu compliqué à comprendre parce que même pour moi aujourd'hui je suis pas sûre de savoir bien l'expliquer. En gros ce qui se passe c'est que avec un pote de promo de Rennes, donc c'est Félix, c'est un pote avec qui je m'entends très bien et qui a une vision très alignée avec la mienne sur les parcours possibles en sortant d'école. Et en fait, on se lance tous les deux dans nos stages respectifs. Donc lui, il part aux États-Unis faire de la science sociale en halieutique. Moi, je pars à Rome, du coup, à la FAO faire de la science politique. Et en fait, au fur et à mesure qu'on est dans nos stages, on discute et on se dit, en fait, on a envie d'avancer et on a envie de préparer ce qui va se passer quand on sort de nos stages. Et on se dit, on a envie de lancer un truc qui nous donne de la visibilité. Parce qu'on trouve nos sujets de stage géniaux, on sait que ça va aboutir à des publications. Donc, il y a des publications scientifiques qui vont sortir, mais aussi des publications potentiellement politiques avec des rapports. Donc, moi, je participais à un gros rapport de la FAO qui allait être publié par l'ONU. Et en fait, on se dit, on veut gagner en visibilité. Donc là, on se met à bosser à fond donc ça, c'est un peu lunaire dans le monde vétérinaire, mais on se met à fond à bosser nos LinkedIn, nos profils LinkedIn. Et ça, je le savais parce que quand j'étais à Lyon, j'habitais en coloc avec un gars en école de commerce qui m'avait un peu donné cette culture du corporate, du monde corporate, de ce que c'est qu'un réseau professionnel, comment le développer, comment en tirer profit, etc. Et donc là, on bosse ça à fond et on se dit, pour se donner encore plus de visibilité, viens, on monte un cabinet de conseil qui sera juste une façade, mais qui sera la nôtre. Et c'est-à-dire qu'on façonne quelque chose ensemble qui correspond à nos valeurs, qui correspond à notre vision de ce qu'on peut apporter entre guillemets au monde. Ça fait vraiment pédant dit comme ça, mais à l'époque on pensait vraiment comme ça. Et on se dit vas-y viens, on crée ce cabinet de conseil et nous en tant qu'individu, on se cache derrière ça, mais on met ce qu'on veut dedans. Donc on crée CNC, qui est donc un cabinet de conseil en gestion des littoraux et intégration des problématiques environnementales dans la gestion des pêches, etc. Et en fait, du coup, ça devient notre signature électronique de mail, ça devient notre identité professionnelle, quoi. Donc, même sur LinkedIn, on se met à que passer par CNC. Et du coup, nos publications respectives de chacun de notre côté dans nos stages, ça a été des publications CNC. Donc, il y a notre cabinet qui est cité. Au lieu de citer, donc il y a nos noms propres, mais il y a aussi les cabinets. Donc, au lieu d'être affilié, lui, à son labo de recherche et moi à la FAO, on est tous les deux affiliés à CNC. Et du coup, ça nous donne une visibilité assez chouette.
et ça nous a aussi servi juste après. Donc c'est la première étape après ma thèse, ça a été grâce à CNC. Qu'est-ce qui vous a mis la puce à l'oreille sur cette approche? C'est à force d'en discuter ensemble, de trouver des solutions pour la visibilisation de nos compétences, on s'est dit que c'était le plus simple. Oui, d'accord. Donc vous avez bien en tête le besoin de visibilité et vous cherchiez une méthode finalement pour vous rendre plus visible, quoi. C'est ça, pour rendre plus visible, parce que on se rendait aussi bien compte que la France dans le milieu international, c'est pas forcément très évident de sortir du lot. Et puis on savait qu'on voulait des carrières internationales, donc voilà, il y avait ce besoin de visibilisation. Et ça marche, vu ce que tu viens de me dire. Donc là, j'imagine qu'on arrive après ta thèse, c'est ça? C'est ça. Donc moi, après ma thèse, ce qui se passe, c'est que c'est le Covid et que j'étais censée partir en Nouvelle-Calédonie chez ma marraine pour trouver du taf dans le Pacifique, parce que ça me passionnait, parce que je savais que dans le Pacifique, il y avait des gros enjeux de conservation de la biodiversité marine, etc. Sauf que la Nouvelle-Calédonie ferme ses frontières à cause du Covid, et donc je me retrouve sans plan. Donc en fait, je viens de finir ma thèse, je suis à Lyon, et je me retrouve le bec dans l'eau. Et en fait, entre-temps, mes parents avaient déménagé en Guyane française, donc ils avaient fait La Réunion, Guyane sur un coup de tête. Ils avaient rien demandé à personne, ils étaient partis comme ça, un peu sur un coup de tête. Et mes parents m'appellent et me disent: comment ça, tu sais pas où aller, t'as qu'à venir nous voir. Et moi, j'avais aucune envie d'aller en Guyane, sauf que j'avais pas d'autre solution, quoi. On était confinés à Lyon, j'étais vraiment, j'avais rien d'autre à faire, quoi. Et en plus, je savais, mon année de 5e année ayant été quand même bien éprouvante, je savais que j'avais besoin de me reposer avant de chercher du taf, quoi. Donc là, on était en octobre et je me donnais jusqu'à janvier pour trouver du travail. Et donc en fait, je me pointe en Guyane pour aller chez mes parents et je suis contactée par quelqu'un qui travaille en Guyane, qui a entendu parler de CNC et qui a entendu parler de ma thèse. Et cette personne m'appelle et me dit faut qu'on se rencontre. Donc pendant mes vacances en Guyane, je rencontre cette personne qui me fait rencontrer des chercheurs de l'université de Guyane et qui commence à parler de ce que j'ai fait pendant ma thèse, de ce que j'ai fait avec CNC, parce que du coup les publis avaient gagné un peu en visibilité, et se monte une idée de conférence pour parler de tout ça. Donc en fait, je me retrouve à représenter mon cabinet de conseil en Guyane pour monter une conférence avec l'Université de Guyane, avec le Comité régional des pêches, avec l'Ifremer et avec le WWF. Donc, je me retrouve dans ce projet à monter une conférence sur la gestion intégrée de la pêche et les exemples guyanais, comment tirer profit du contexte local, nanana. Et donc voilà, je fais ça pendant mes vacances en fait. Et donc sans m'en rendre compte, je marque les gens qui viennent à cette conférence en Guyane. Et voilà, et ça c'était beaucoup grâce à CNC parce que j'avais gagné en visibilité, les gens avaient entendu parler de mon travail et voilà, et ça se lance sur cette conf et sans le savoir, je rencontre mon futur manager parce que il faisait partie on avait organisé ça un peu sous forme de table ronde, et donc il y avait le directeur du WWF Guyane qui venait représenter aussi sa structure et ses projets. Donc voilà, ça c'était mes vacances. Mais qui ont porté leurs fruits. Qui ont porté leurs fruits, parce que du coup la suite de l'histoire, je vais spoiler, mais la suite de l'histoire, c'est que je pars travailler, au lieu d'avoir 3 mois de vacances, j'ai que 1 mois de vacances finalement, parce que dès que je commence à poster mon CV pour partir en VIE, donc moi je voulais faire un volontariat international en entreprise, dès que je poste mon CV, on m'appelle et on me dit en fait on a besoin de quelqu'un tout de suite, dans 15 jours vous êtes là, et du coup je pars un peu très rapidement au Sénégal. Donc je suis arrivée mi-novembre en Guyane et je suis repartie mi-décembre. Très rapidement quoi. Et donc je pars au Sénégal et je travaille au Sénégal, et en fait ce qui s'est passé, c'est que les gens que j'avais rencontrés en Guyane pendant cette conf me rappellent en mars, donc ça faisait 3 mois que j'étais au Sénégal, et me disent on a un poste pour toi.
Et en fait, je démissionne de mon poste au Sénégal et j'arrive en Guyane en août 2021. Il faut suivre, hein, au niveau des dates. Donc c'est ça, mais ça a été très vite, quoi. Ouais, carrément. Et au Sénégal, tu fais quoi alors? Alors au Sénégal, donc le VIE, c'est quand même un dispositif vraiment très particulier. C'est l'équivalent des VSC actuels, donc volontariat de service civique, mais à l'étranger. Et donc en fait, c'est des jeunes professionnels qui sont entre guillemets mis à disposition par l'État français à des entreprises françaises, mais à l'international. Et donc moi, sur ce VIE, je suis mise à disposition de Eiffage, donc la grosse entreprise de construction, en tant que responsable environnement sur un projet marin, sur un projet d'aménagement maritime. Donc, je suis responsable environnement d'un chantier de construction de grandes structures en béton qui vont servir à faire une digue à Dakar. Donc, je suis responsable de faire respecter les normes environnementales, de faire respecter la propreté sur le chantier, d'inciter tous les gens qui travaillent sur le chantier, c'est un chantier de plus de 1000 personnes, à respecter l'environnement, à comprendre les enjeux, à savoir ce que c'est que le réchauffement climatique. Voilà, c'est ça mon métier au Sénégal. C'est vraiment faire de la sensibilisation au sujet de l'environnement et à mettre en place des solutions très concrètes pour que le chantier soit le plus propre possible. Et tu prends plaisir à ce projet ? Je ne prends aucun plaisir à ce projet. Je le savais avant d'y aller. En fait, la logique derrière tout ça, c'était vraiment comprendre les grandes entreprises qui polluent le plus au monde de l'intérieur pour pouvoir mieux les combattre après. Et ce qui était rigolo, c'est que je l'avais dit à mon manager lors de l'entretien d'embauche. Donc quand il m'avait dit pourquoi tu veux venir chez Eiffage, j'avais dit je veux comprendre comment les grands méchants fonctionnent. Et il m'avait dit ok, pas de problème. Il m'avait dit de toute façon, pour ce poste, j'ai besoin d'une guerrière, j'ai besoin de quelqu'un qui va se battre contre tout le monde, parce que c'est ça, être responsable environnement sur un chantier, c'est clairement être en guerre contre les chefs de chantier, contre les ouvriers, contre tous les preneurs de décision à toutes les échelles. Donc il avait besoin de quelqu'un qui avait la rage, et il a bien senti pendant l'entretien que j'avais la rage, et donc il m'a quand même fait venir, quoi. Donc j'ai été sur ce chantier, tout le monde savait que j'étais l'écolo, que j'allais de toute façon jamais travailler dans ce milieu après, mais j'étais là pour me battre, et en gros du coup au final je suis restée 9 mois sur le chantier, et en gros tout le monde me l'a dit après, et j'avais fait une différence en 9 mois, quoi. Entre le moment où je suis arrivée et le moment où je suis partie, j'avais quand même réussi à mettre des choses en place, et eux c'est ce qu'ils voulaient. Ils voulaient quelqu'un qui allait réussir à se battre efficacement contre tous ces gens qui globalement n'en ont rien à faire de l'environnement. Tu devais être épuisée, non ? J'imagine de te battre comme ça tout le temps. J'étais épuisée, mais pas tant, c'est fou, mais en fait, j'avais énormément d'énergie, je faisais beaucoup de sport, j'étais tout le temps dans l'action. Oui, il y a eu des périodes où ça a été plus dur que d'autres, où je dormais mal, où j'avais l'impression de me mentir à moi-même, mais j'avais vraiment la rage, et en plus, du coup, la période où je savais pas ce que j'allais faire après a été très courte, parce qu'en gros, du coup, je suis arrivée mi-décembre, mais j'ai été appelée en mars, donc en gros, il y a eu que 3 mois où je me suis dit je bosse pour Eiffage et puis voilà. Mais en fait, après mars, j'avais en tête que j'allais arriver en Guyane et que j'allais travailler pour le WWF et que j'allais retomber un peu du bon côté en termes de combat. Donc en fait, après mars, de mars à août, j'avais encore plus la rage, parce que je me disais je donne tout, j'essaye de changer un maximum. De toute façon, moi je me casse, tout ce que je peux leur apporter, ce sera pour eux, quoi. Et donc je donne tout. Donc j'ai continué à tout donner jusqu'au bout. J'adore l'état d'esprit. Bon, alors la suite, t'arrives en Guyane française, t'es Oceans Manager. Qu'est-ce que ça implique, tout ça ? Donc là, j'arrive en Guyane française, c'est génial, parce que j'ai l'impression, c'est pas une impression, je me rends compte que j'ai le job de mes rêves. C'est-à-dire que mon travail, c'est de monter des projets pour protéger efficacement les dauphins, les tortues, et l'écosystème marin de façon générale,
certaines espèces de poissons qui sont menacées dans la région. Et en fait, j'ai un peu carte blanche parce que je suis je suis directrice de mon programme. Donc, on me fait confiance. C'est à moi de décider où sont les priorités. Et c'est à moi de me donner les moyens de faire ce qu'il faut. Et donc ça, c'est incroyable. Donc là, ça fait 2 ans que je suis à ce poste. Et là, pour les 3 prochaines années, j'ai écrit les projets de mes rêves pour essayer de protéger efficacement ces espaces-là sur lesquels je rêve de travailler depuis toujours, quoi. C'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé les fameux stages à La Réunion sur les tortues marines, je me suis dit, ok, mon rêve, c'est de sauver les tortues marines. Et là, j'ai un métier dans lequel j'essaye de sauver les tortues marines. Donc c'est génial. Donc j'ai du terrain, ça veut dire que je vais sur des bateaux, observer les dauphins ou les compter, ou essayer de comprendre leur comportement. Je vais sur les plages, poser des balises sur les tortues marines, ou bien compter les traces, savoir combien de femelles sont venues pondre. Je vais sur des bateaux de pêche pour poser des caméras, pour installer du matériel de test de sélectivité. Je travaille avec les pêcheurs pour adapter leur zone de pêche ou leurs pratiques de pêche pour mieux protéger les animaux. Et je fais de la politique parce que on est dans une région ici où on a des sujets très internationaux, puisqu'on est entouré par le Suriname à l'ouest et le Brésil à l'est, et qu'en fait il y a beaucoup de pêche illégale. Donc ça, c'est des sujets de coopération régionale. Donc ça veut dire que je suis aussi en contact avec les gouvernements des pays pour essayer de trouver des solutions, pour augmenter la durabilité de la pêche dans la région, pour essayer de protéger l'écosystème à l'échelle de la région. Donc en fait, je fais tout ce que j'ai toujours rêvé de faire. Je fais de la biologie marine avec un aspect très scientifique, acquisition de connaissances sur les comportements, sur la saisonnalité, sur la reproduction, sur tout ça. Donc c'est finalement, ça se rapproche de ce que c'est qu'être vétérinaire, et c'est vraiment être proche des animaux et mieux les comprendre. Je fais de la gestion des pêches puisque je travaille avec les pêcheurs locaux dans des projets très concrets sur leurs bateaux, sur leurs pratiques, sur leurs engins de pêche. Et je fais de la politique puisque je travaille à l'échelle donc locale avec les institutions guyanaises, mais aussi internationales avec des dialogues avec les gouvernements voisins, avec de la négociation, avec de l'organisation de conférences internationales. Je suis aussi envoyée dans des congrès sur les tortues marines ou sur mes projets où je vais expliquer ce qu'on fait en Guyane, où je retrouve aussi cette prise de parole internationale dans les contextes mondiaux pour montrer que c'est possible, parce qu'en fait c'est ça aussi l'exception du cas guyanais, c'est que on est une ONG environnementale qui travaille avec la pêche. Et ça, c'est ce que je voulais en sortant d'école. Tout le monde me disait que c'était pas possible. C'est vrai que les exceptions, ce sont des exceptions, mais ça existe. Et je suis persuadée que c'est la bonne façon de travailler dans la biologie marine. Et ici, on arrive à faire des choses extraordinaires. Et voilà. Et je vais m'arrêter de parler parce que je parle trop. Non, mais pas du tout. Je suis happée et j'ai l'impression de voir tes yeux qui pétillent et ton enthousiasme à travers le micro. C'est assez chouette. Qu'est-ce que ça implique de travailler dans une grosse association comme WWF? Alors, ça implique plein de choses. Je vais peser mes mots parce que je n'ai pas le droit de parler au nom du WWF. Donc, très bien. Il faut que je fasse attention à ce que je dis. Pour moi, en tant qu'individu, ça implique beaucoup de visibilité. Donc ça, c'est très agréable parce qu'on est le panda, on va tout de suite être écouté. On va tout de suite être aussi consulté. C'est-à-dire qu'il y a rarement un projet sur le milieu marin qui est mis en place sans que les personnes m'appellent et me disent est-ce que le WWF veut être partenaire, ou est-ce que le WWF approuve telle ou telle approche. On est aussi consulté par les administrations, donc ça veut dire les services de l'État français qui nous considèrent comme des experts et qui du coup vont toujours un peu demander notre aval ou notre avis, en tout cas, sur des projets, notamment des projets de politique publique, etc. Donc ça, c'est très bien, très chouette.
L'autre aspect très chouette, c'est que, comme je disais, j'ai un peu de carte blanche. Parce que du coup, le WWF France s'aligne sur le WWF international en termes de priorité d'action. Mais en fait, c'est aussi bottom-up, c'est-à-dire que c'est les personnes de terrain qui vont signaler les priorités sur un territoire et qui vont faire remonter. Donc moi WWF Guyane terrain, je vais faire remonter à WWF France ce que je pense qui est une priorité, qui fait remonter à WWF international, et après on met en place ce qu'il faut pour s'adresser à cette priorité, pour adresser cette priorité. Donc ça c'est chouette parce que du coup on est écouté et il se passe des choses dans le sens qu'on décide entre guillemets. Là où c'est un peu plus compliqué, je trouve, mais c'est d'un point de vue vraiment très personnel, c'est que les cadres de travail sont très normés. Donc il y a quand même un fonctionnement qui est très vertical avec une hiérarchie. Faut passer plein d'étapes de validation avant de mettre en place quelque chose. Et il faut s'habituer aussi à des outils de travail qui sont peut-être pas forcément ce à quoi j'avais été préparée ni dans l'école vétérinaire ni dans l'école d'ingénieur, puisque je dois faire des budgets avec des tableaux Excel que je ne comprends pas. Il faut que je me plie à faire des rapports parfois pour certains bailleurs qui ont pas trop de sens pour moi, mais bon, il faut le faire parce que c'est eux qui donnent les sous pour financer un projet. Donc, faut s'habituer à ce cadre de travail, mais finalement, à côté de tout ce que ça apporte et tout l'impact que ça peut avoir, c'est rien du tout, quoi. C'est rien du tout, et je suis vraiment très reconnaissante finalement de bosser pour une ONG qui est à mon écoute, qui considère, qui met aussi des compétences au service des miennes, hein, puisque du coup, quand on bosse dans une grosse organisation comme ça, on bosse avec une énorme diversité de métiers. On va bosser avec des comptables, on va bosser avec le service juridique, donc des avocats. On va travailler avec des gens qui font de la conservation à très grande échelle, donc des chercheurs aussi qui viennent du réseau, et ça c'est très précieux. C'est un réseau qui existe partout dans le monde avec des gens qui travaillent sur des sujets très très précis dans plein de régions, et ça c'est génial, quoi. C'est génial. Ben, j'ai bien entendu que la diversité c'était une valeur très importante pour toi, donc clairement là tu la retrouves plus. C'est ça. J'avais pas fait le rapprochement, mais clairement, clairement, il y en a. Et ce serait quoi? Alors, j'ai bien entendu que tu as un projet là de conservation des tortues marines. Ce serait quoi la suite, si tu en imagines une aujourd'hui, tes ambitions, la question un peu à 5 sous de où est-ce que tu te vois dans 5 ans? Moi, en ce moment, ce que je dis beaucoup aux gens qui me demandent si je vais rester en Guyane, c'est que j'ai aucune raison de partir. C'est-à-dire que là, mes projets, ils sont en train de grossir et ils sont en train de grandir avec ce que j'ai envie de faire. Donc, quand je suis arrivée, j'avais des projets qui étaient vraiment très locaux, sur la pêche, etc. J'ai décidé de faire un peu plus de biologie. Bon, bah, à partir de l'année prochaine, on repose des balises, on refait de la recherche en biologie marine. Donc, en fait, j'ai réussi à faire ce que je voulais. Je voulais faire plus d'international. À partir de l'année prochaine, je suis envoyée beaucoup plus régulièrement dans les pays d'à côté pour faire de la négociation internationale. Moi, si ça continue comme ça, j'ai vraiment pas de raison de partir. C'est-à-dire que si dans 5 ans, j'ai envie d'orienter vers autre chose et que le WWF me laisse le faire, très bien. Je reste là et je continue de faire ce que j'ai envie de faire. Après, la seule raison qui pourrait me pousser à partir du WWF et de la Guyane, ce serait si je considère que j'ai pas assez d'impact, c'est-à-dire que je me retourne vers le passé et je me dis bon, ok, en 5 ans, qu'est-ce que j'ai réussi à faire? Est-ce que les populations de tortues luttes ont augmenté? Non. Est-ce que les populations de tortues olivâtres ont augmenté? Non. Est-ce que le dauphin de Guyane est dans un meilleur état que quand je suis arrivée? Non. Bon, bah là, je commence à me poser des questions et je me dis bon, est-ce que ce serait pas le moment de laisser la place à quelqu'un d'autre qui pourrait peut-être faire mieux? Et du coup, d'essayer de m'atteler à des nouveaux défis pour avoir de l'impact. Ça, c'est possible.
J'espère que ce sera pas le cas. J'espère de tout mon cœur que ce sera pas le cas, parce que les projets que j'ai actuellement normalement font une différence. Donc j'espère que dans 5 ans, on verra une différence dans le bon sens. Non, je te le souhaite. Je te le souhaite et je nous le souhaite, parce que c'est important pour tout le monde. Exactement. Est-ce que tu as des conseils pour des étudiants, des jeunes vétos qui aimeraient s'orienter dans une voie similaire à la tienne? Ouais, mes conseils, c'est vraiment ne pas écouter les petites voix, justement, et de s'écouter soi. C'est-à-dire que je pense que quand on est passionné par quelque chose et quand on est sûr de vouloir faire quelque chose, faut se donner les moyens. Alors c'est sûr que c'est pas facile tous les jours, c'est pas facile tous les ans. Il y a des moments plus durs que d'autres, des années plus dures que d'autres, mais il faut pas lâcher, il faut aller au bout. Vraiment, comme je l'ai dit, il y a eu tellement de moments où j'ai douté parce que j'écoutais les autres, parce que on me disait que c'était pas possible, on me disait qu'il y avait pas de place, qu'il y avait pas d'opportunité. Mais heureusement que j'ai pas écouté, quoi. Heureusement que j'ai foncé, que j'ai toujours. Je me suis dit de toute façon, je donne tout, on verra bien. La pire chose qui aurait pu m'arriver, c'était de regretter, en fait, regretter de pas avoir tout donné, de pas m'être donné à fond. Donc c'est ça mon conseil, c'est vraiment si vous savez ce que vous voulez faire, fixez-vous des objectifs et donnez tout, parce que quand on donne tout, ben on peut pas regretter, on peut pas se dire oh là là, ben j'aurais pu faire plus. Ben non, j'ai fait au max. Donc faites au max. Trop bien, merci. Bah oui, le risque c'est éventuellement d'échouer, et bah jusqu'à nouvel ordre, échouer n'a jamais tué personne, donc à bon entendeur. Exactement. Moi, j'ai des questions alimentation pour toi, avant qu'on aille sur d'autres sujets. J'aimerais bien savoir, est-ce que tu es végétarienne? Est-ce que tu manges du poisson? Alors, je mange très peu de viande. Je me suis vraiment... Et ça, c'était marrant parce que du coup, c'est vraiment des trucs dont j'ai pris conscience en école d'ingé, parce que du coup, les agronomes, ils sont beaucoup plus formés en fait à ces sujets. Donc moi, dans le milieu vétérinaire, je savais ce que c'était quand même que de la bonne viande, je savais ce que c'était qu'un éleveur consciencieux, je savais ce que c'était qu'un œuf bio ou un œuf label rouge. Donc ça, voilà, j'avais déjà commencé à un peu adapter mon alimentation, mais en école d'ingénieur agronome, ils sont vraiment extrêmes sur ces sujets-là. Et donc j'ai vraiment commencé à faire attention à ce que je mangeais à partir de cette année-là. Donc j'ai réduit drastiquement ma consommation de viande. Et en fait, sur le poisson, ce qui est rigolo, c'est que en halieutique, on apprend ce que c'est qu'un poisson durable. Mais ça existe, le poisson durable. Sauf qu'il faut bien le choisir. Donc j'ai complètement arrêté de manger du saumon. J'ai complètement arrêté de manger du thon. Quand j'étais en Europe, j'ai complètement arrêté de manger de la crevette, parce qu'en fait, les crevettes qu'on importe en Europe, c'est de la crevette sauvage soit c'est de la crevette sauvage qui défonce les populations de tortues marines parce qu'elles sont pêchées au chalut, soit c'est de la crevette d'élevage qui défonce les mangroves, puisque pour faire des bassins d'élevage de crevettes, il faut déforester de la mangrove. Donc il y a plein de produits comme ça que j'ai complètement éliminés de mon alimentation. Et en fait, en arrivant en Guyane, moi, je travaille avec des pêcheurs. Du coup, je sais quelle production est durable, quelle production ne l'est pas. Donc, je mange du poisson local. Donc, ici, on a des espèces vraiment très bien connues de poissons de mer qui sont pêchés d'une certaine façon, qui est durable. Donc, je mange cela. Je fais très attention à où est-ce que je vais acheter mon poisson. Donc, en fait, moi, je vais au marché. Je connais le pêcheur qui me vend son poisson, je connais son bateau et je fais confiance au produit qu'il me vend, quoi. Du coup, voilà pour la réponse. Je fais très attention et j'ai carrément changé mes méthodes d'approvisionnement aussi en termes de produits de la mer. Et par contre, alors bonne nouvelle pour moi en tout cas, c'est que en Guyane, on a une pêcherie crevettière sauvage qui est turtle safe,
qui ne tue pas les tortues. Et ça, c'est aussi grâce au WWF d'ailleurs. Donc en fait, sur un chalutier crevettier, c'est possible d'installer un dispositif qui s'appelle le TED, Turtle Excluder Device, qui permet à tous les gros animaux, donc les tortues marines, mais aussi les dauphins, les requins, les raies, de s'échapper du chalut et de ne pas être pêchés. Et en fait, on est une des seules pêcheries de crevettes sauvages au monde à être équipée de TED. Et donc ici, je remange de la crevette de Guyane qui est turtle safe. Et ça, c'est incroyable. Ça, c'est une grande chance parce que c'est vrai que moi, j'aime beaucoup les crevettes et j'essaye de en manger moins possible. Et ce serait génial qu'on ait accès à un peu plus de crevettes durables. Donc, quel conseil alimentation tu donnerais? Alors, j'imagine que parce que ça allait être une de mes questions. Bon, on voit les boîtes de thon, les boîtes de saumon, etc. avec ces espèces de pseudo label pêche durable. Est-ce que ça veut dire quelque chose, ça, ou c'est vraiment du marketing pur et dur? Alors, la question des labels, elle est compliquée. C'est difficile de répondre en 5 minutes. Les labels, c'est bien. Faut encourager les labels parce que c'est la seule façon qu'on a de communiquer avec les consommateurs sur une méthode de production, finalement. Le problème des labels, c'est qu'il y a beaucoup de labels qui sont privés et que donc ils font bien ce qu'ils veulent et ils mettent bien ce qu'ils veulent dans leur cahier des charges. Le label le plus connu notamment sur le thon et celui que vous devez voir le plus souvent en moyenne ou grande surface, c'est le MSC. Oui. Le MSC, c'est mieux que rien. Il vaut mieux acheter du MSC que d'acheter quelque chose qui est pas certifié MSC. Ça, c'est sûr. Par contre, est-ce que le MSC, c'est la panacée? Non. Le MSC, par exemple, ils prennent pas du tout en compte le bilan carbone d'un produit. Donc, ça veut dire qu'un poisson qui est pêché, je sais pas moi, dans l'océan Pacifique, va être certifié MSC et être vendu comme durable en Europe, alors qu'il a traversé 3 fois le monde parce que entre-temps, il a été pêché au milieu du Pacifique, il a été ramené au Japon, il a été conditionné en Inde et puis il a été renvoyé en Europe. Ça, et il est quand même labellisé MSC, donc ça c'est un peu un problème. Donc ça, bon voilà, c'est pas la panacée, mais c'est mieux que rien. Le saumon. Si vous trouvez du saumon d'élevage français, surtout achetez celui-là, parce que tous les saumons d'élevage d'Irlande, d'Écosse, de Suède ou du Chili sont produits dans des cages en mer. Et ça, c'est un énorme problème. Puisque ces élevages sont hyper nocifs pour l'environnement. Il faut savoir que pour produire 1 kilo de saumon, il faut 10 kilos de petits poissons. Donc la salmoniculture, la production de saumon, est la première cause de surpêche au monde, puisqu'on va pêcher beaucoup de petits poissons partout dans le monde pour produire de la farine et des huiles de poisson pour nourrir les saumons. Donc le saumon, c'est terrible. Il n'y a pas que ça. Il y a l'antibiothérapie. Et là, je remets un peu ma casquette de vétérinaire et de un peu les ISPV. C'est le travail des ISPV de faire ça, mais parler de l'antibiorésistance parce que vu les concentrations d'animaux dans les cages de salmoniculture, ils sont obligés d'utiliser 19 fois plus d'antibiotiques que sur le porc. Alors qu'on sait que la production de porc en industriel est déjà l'élevage qui utilise le plus d'antibiotiques. Bon, le saumon, c'est 19 fois les doses d'antibiotiques. Et en fait, ils mettent l'antibiotique dans l'eau, puisque c'est difficile de faire des injections à 30 000 saumons. Donc, ils mettent dans l'eau et en fait, ça passe par les branchies et c'est comme ça qu'ils traitent les saumons. Donc en fait, on balance des énormes quantités d'antibiotiques dans l'océan et on s'est rendu compte récemment, plus ou moins récemment, parce qu'en fait, c'était déjà le cas quand j'étais en étude, donc ça fait bien 4 ans, que des populations de dauphins qui avaient jamais été en contact avec l'homme faisaient de l'antibiorésistance. Donc on est en train de foutre de l'antibiotique dans les océans partout dans le monde pour les saumons.
et de créer de l'antibiorésistance partout dans l'environnement marin. Et Dieu sait que, voilà, je vais pas refaire les cours sur l'antibiorésistance et tous les vétérinaires savent qu'il faut réduire l'utilisation des antibiotiques et que ça risque d'être des catastrophes de santé publique pour l'humain dans le futur. Donc ça, c'est une autre raison pour laquelle il faut pas manger de saumon. Ou en tout cas, de mieux s'approvisionner parce qu'il y a des élevages hors sol en France qui traitent leurs déchets, qui sont raisonnables sur leur utilisation de l'antibiotique, mais c'est en France. Et il y a très peu de pays où la salmoniculture se fait hors sol, donc à terre, dans des bassins où on est capable de contrôler complètement ce qu'on rejette dans l'environnement. Et voilà, mais il y en a et ils sont très bons. Et à défaut de ça, la truite d'élevage, non? Et la truite d'élevage, bien sûr. La truite d'élevage, excellente alternative, locale, française, beaucoup plus respectueuse de l'environnement également. Bon, super, merci pour ces conseils. Et non, mais c'est c'est hyper important. Je voulais vraiment te poser ces questions-là parce que c'est important d'en parler et tout le monde, enfin même moi, tu vois, j'ai appris des choses, tu vois, on a l'impression d'être un peu conscient, mais on n'a pas toujours tous les éléments et c'est intéressant aussi d'avoir les éléments pour nous-mêmes ne le défendre quand on parle aux autres. Donc là, je me sens bien équipée pour défoncer la prochaine personne qui veut manger du saumon. Mais c'est terrible parce que, enfin, moi, je me souviens de l'époque où je prends conscience de tout ça. Du coup, c'était en cours d'Alliot où on apprend les méthodes de production. Et je me souviens de mon cœur qui se brise, quoi, parce que j'aimais tellement les sushis et j'aimais tellement tout ça. Mais en fait, c'est marrant parce que c'est vraiment des lobbies qui ont réussi à mettre ces produits-là dans notre consommation un peu de tous les jours, ou bien, tu vois, comme on identifie vachement le saumon fumé à Noël. Mais en fait, ça, c'est récent. Enfin, si on en parle avec nos grands-parents, personne mangeait du saumon fumé en France à Noël, tu vois. Ouais. Et en fait, c'est le lobby du saumon qui a été hyper fort dans l'instillation comme ça de leurs produits dans des traditions, finalement, des traditions familiales. Et moi, je me souviens très bien du premier Noël que j'ai passé avec mes cousins après, où j'aurais dit, s'il vous plaît, pas de saumon fumé, et je me suis fait insulter, quoi. et c'est là où tu te rends compte de la puissance des lobbies industriels. Franchement, c'est très très fort, quoi. Ouais. Bon. Donc, voilà. Et au-delà du côté alimentaire, est-ce que tu as des conseils en particulier si on veut faire les choses bien pour l'océan dans notre quotidien? Franchement, en termes d'impact à échelle individuelle, la consommation, c'est vraiment le plus gros truc. Donc, les consommations de produits de la mer, les consommations de poissons, faire attention à ça. En France, il faut quand même diminuer notre consommation de produits de la mer, globalement. On en mange un peu trop par rapport à ce qui serait durable. Et après, sur l'océan, on oublie, mais en fait, le plastique, c'est vraiment la cata. Donc, en tant que consommateur, pareil, essayer de moins utiliser de plastique, moins jeter de plastique. Tout ça a un impact sur les océans. Et on l'oublie assez facilement quand même. Ok, bien que il commence. Alors peut-être parce que je suis sur l'océan moi-même, mais je vois quand même passer des associations qui prennent un peu plus de place, notamment sur le nettoyage de déchets sur les plages, un peu de mobilisation. Tout à fait, mais même en dehors des plages, prendre conscience aussi que n'importe quel déchet plastique qu'on jette dans n'importe quelle décharge, n'importe où en France, aura un impact sur l'océan en fait, parce que les pollutions plastiques, elles voyagent dans les eaux, le microplastique, il est partout. Donc en fait, c'est pas que les nettoyages de plage et pas que jeter ces déchets dans la poubelle, c'est vraiment réduire tout court sa consommation de plastique, quoi. Et ça, même si on n'habite pas à côté de la mer, on a un impact sur la mer. Clairement. Alors dernière question sur le côté environnement et puis on passe à la suite. Je pense que je connais à peu près déjà ce que tu vas me dire, mais est-ce que tu penses qu'il y a des choses qu'on pourrait mieux faire dans nos pratiques vétérinaires traditionnelles aujourd'hui pour préserver l'environnement? Honnêtement, moi je trouve que j'ai trouvé qu'en tout cas à l'école, on n'était pas si mal sensibilisés à ces sujets. Je pense que l'antibiothérapie, c'est un gros sujet pour l'environnement et les vétérinaires font des efforts
drastique, hein. On connaît tous un peu le graphe là des volumes des antibiotiques utilisés par la médecine vétérinaire versus la médecine humaine, où on voit très nettement les efforts faits par la médecine vétérinaire. Oui. Ça, c'est important. Après, les déchets des cliniques, je suis trop contente quand j'ai des copines cliniciennes qui me racontent que dans leur clinique, ils se sont mis à utiliser que des trucs lavables. Bon, ça fait du taf en plus, mais ça fait des déchets en moins, et ça, c'est super important, quoi. Et bah après, bon, c'est un peu un autre sujet, mais il y a plein de territoires où il y a besoin de campagnes de stérilisation. Ça, c'est aussi quelque chose que les vétérinaires peuvent faire. C'est d'aller aider la santé publique en travaillant pour des assos qui font ça. Et après, en élevage, j'ai toujours envie d'encourager le petit élevage un peu plus tradit, un peu plus respectueux finalement des animaux, du bien-être, de l'environnement que l'industriel, quoi. Puisque de toute façon, il faut que tous on diminue nos consommations et qu'on arrête d'encourager finalement les modèles qui produisent toujours plus. Ouais, on y revient, toujours cette consommation excessive. Tout à fait. Mais du coup, en tant que vétérinaire, je trouve qu'on peut avoir un impact sur ça. Ouais, plus que ce qu'on pense, peut-être. C'est ça. Bah oui, parce que finalement, les clientèles dans lesquelles on travaille, on les choisit, quoi. Ouais, complètement. Eh bien, je pense qu'on a fait pas mal le tour du sujet, sauf si tu avais envie de rajouter quelque chose sur toute cette première partie. Non, je crois que c'est très complet, hein. Alors, j'ai parlé de toi en intro comme une femme libérée, parce que dans ta bio, tu as précisé que tu revendiques le fait que tu programmes ta ligature des trompes pour l'année prochaine et que tu n'as aucune intention de te marier. C'est un sujet qui clairement un peu heurté ou peut diviser certainement. Pourquoi ces décisions ? C'est deux choses très différentes, je pense. Ne pas me marier, c'est parce que je ne crois pas du tout en ce modèle de vie. Pourtant, et c'est marrant parce que pourtant mes parents sont mariés et sont toujours ensemble. Donc c'est pas du tout lié à mon histoire perso ou quoi. C'est juste que vraiment pour moi ça a aucun sens d'écrire un contrat qui va me lier à quelqu'un d'autre. Administrativement, légalement, enfin tout ça n'a aucun sens pour moi, donc ça a toujours été évident pour moi que je le ferais pas, et c'est quelque chose que je dis vraiment assez facilement. Et pour le sujet des enfants, c'est évidemment du coup des raisons très différentes, mais en gros, c'est des trucs que j'ai décidé, pareil, quand j'étais enfant, quoi, à 11 ans. Je pense que c'est vraiment la période de ma vie où j'ai pris conscience de ce que c'était que le réchauffement climatique et de ce que c'était que les crises environnementales qu'on traversait. Parce que je pense qu'on est la génération qui se l'est pris en pleine face, quoi. Et où je me suis dit, waouh, ok. Donc en fait, quoi qu'on fasse, ça va être compliqué de vivre correctement dans, 2 générations. Et un des facteurs qui fait que c'est la catastrophe, c'est la croissance démographique. Et donc là, par A plus B, ça va très vite. Et je me dis, ok, moi je veux pas du tout participer à ça et je veux pas du tout faire des enfants. Jamais. Donc je prends cette décision quand j'ai 11 ans et en fait, plus le temps passe et plus c'est évident pour moi. Après, il y a aussi des questions de caractère, hein. Je me dis que je suis pas du tout faite pour être mère, j'ai aucune sensibilité par rapport à des enfants, j'ai aucune patience aussi. Autant j'ai toujours eu de la patience pour les animaux, autant j'ai jamais eu de patience pour les enfants, quoi. Je suis très intolérante. Dès que ça crie, ça m'horripile. Dès qu'il y a de l'immaturité, je fuis. Donc voilà, il y a aussi des questions de caractère évidemment, mais alors vraiment d'un point de vue purement argument intellectuel par rapport à mes valeurs, etc. Pour moi, c'est inenvisageable d'avoir des enfants.
Et du coup, effectivement, je programme ma ligature des trompes l'année prochaine. Je suis trop contente parce que ça fait des années que j'y pense. Et en fait, le fait que j'ai déménagé souvent, que j'étais pas très stable, c'était compliqué pour moi de programmer ça. En Guyane, c'est quasiment impossible. Alors ça, c'est encore un autre sujet, mais c'est quand même scandaleux qu'en 2023, il y ait des territoires où ce sont des vieux hommes blancs cis qui vont prendre la décision pour toi et qui vont dire non, on fait pas cette chirurgie. Parce que c'est ce qui se passe en Guyane. En fait, il y a une prise de décision collégiale à l'hôpital qui arbitre les chires. Et en fait, ma gynéco qui était prête à faire la chire s'est vue refuser le dossier par le collège des médecins de l'hôpital de Cayenne. Donc scandaleux, mais du coup, c'est pas qu'à cela ne tienne, j'ai trouvé d'autres solutions et du coup l'année prochaine, je rentre en métropole et je me fais ligaturer les trompes. Donc c'est une démarche qui est assez longue parce qu'il faut en fait légalement le médecin doit laisser passer 4 mois pour entre 2 consultations pour être sûr qu'il n'y a pas de changement d'avis, etc. Moi, 4 mois, c'est absolument ridicule quand on sait que j'ai 29 ans et que j'ai pris cette décision à 11 ans. Donc en fait, ça fait 18 ans que je sais que je veux le faire et que ça n'a pas changé en 18 ans. Donc voilà, je le fais l'année prochaine et je suis trop contente. Ça va être un soulagement immense. J'aurais plus jamais besoin de m'inquiéter de ça. Faut savoir que, enfin voilà, moi en tant que femme qui veut pas d'enfant, c'est toujours un stress quoi. Dès que je suis en relation, du coup, j'utilise des moyens de contraception, je fais des tests de grossesse régulièrement. Mon pire cauchemar, c'est le déni de grossesse. Parce que c'est ce que les médecins disent, c'est la personne qui veut pas d'enfant qui fait un déni de grossesse. Donc ça veut dire qu'on continue à avoir nos règles, ça veut dire qu'on continue à ne pas avoir le ventre qui grossit, etc. Et en fait, on est mis devant le fait accompli le jour où on doit accoucher, quoi. Donc ça, c'est le pire cauchemar de ma vie. Et donc, une fois que j'aurai fait cette ligature des trompes, je serai libérée de ça et ce sera génial. Et tes parents, t'en parles autour de toi assez librement, j'imagine. Comment c'est reçu? Alors, j'en parle très librement autour de moi. J'en parle très facilement avec mes amis, avec ma marraine, avec mes frères. Tout le monde sait que j'ai jamais voulu d'enfant. La seule personne pour qui c'est compliqué, c'est ma mère, qui l'accepte toujours pas, je pense, qui a toujours un peu ce discours de tu vas changer d'avis, tu es jeune. Et ça commence à être vraiment caduque parce que elle m'a souvent dit mais moi j'étais comme toi, je voulais pas d'enfant et puis en fait j'ai rencontré ton père et puis maintenant j'en ai et je suis trop contente d'en avoir fait et en fait j'arrive aux âges où ma mère avait eu ses enfants quoi et où je dis mais maman c'est bon là j'arrive je vais avoir 30 ans l'année prochaine, j'en veux toujours pas, il y a rien qu'à changer dans ma réflexion par rapport à ce sujet, au contraire ça s'assoit de plus en plus sérieusement dans ma tête, enfin ça ne changera pas quoi. Et pour ma mère c'est compliqué à accepter et en plus elle le voit la chirurgie du coup effectivement elle le voit comme quelque chose d'irréversible et donc là elle se dit que ce sera effectivement plus possible que je change d'avis et ça pour elle c'est difficile à accepter. Ouais, ce qu'on peut comprendre évidemment. Tu connais d'autres personnes dans ton entourage qui, soit se font ligaturer des trompes ou possiblement des hommes qui se font des vasectomies pour ces raisons-là? Très peu. Non, très peu dans mon entourage. Après, ce qui est bien maintenant avec les réseaux sociaux, c'est que on peut rapidement quand même, du coup, être en contact avec des gens qui soit l'ont fait, soit veulent le faire. Et donc moi, ça fait des années que je suis intégrée un peu dans des réseaux de ce qu'on appelle les child free, les gens qui ne veulent pas d'enfants. Et du coup, je me sens pas du tout seule, quoi, parce que je sais qu'on est nombreux, je sais qu'on est de plus en plus nombreux, qu'il y a plein de gens qui le font. J'ai eu plein de retours d'expérience de femmes qui se sont fait ligaturer les trompes. C'est aussi comme ça que j'ai choisi ma chirurgienne. En fait, c'est parce que j'ai lu plein de témoignages de femmes qui sont passées par elle, avec qui ça s'est super bien passé, qui l'ont trouvée très professionnelle, quoi, qui pose pas de questions déplacées, qui fait la chirurgie très bien, enfin voilà. Donc je me sens pas du tout seule, même si dans mon entourage proche, non, c'est vrai que je connais très peu de gens qui le font. Mais parce qu'il y a très peu,
en proportion, il y a quand même peu de gens qui veulent pas d'enfants. Hein. Il y a quand même énormément de gens qui veulent des enfants finalement. Oui, proportionnellement, oui, même si je pense que ça change progressivement. Même, je dirais, même moi, dans ma tranche d'âge 35-40, quand même pas mal d'amis aujourd'hui qui ne veulent pas avoir d'enfants et qui n'iront pas jusque à la ligature des trompes ou la vasectomie, mais qui sont assez revendicateurs du sujet, en tout cas. Ok, ben moi, j'avoue que je suis dans une tranche d'âge où les gens sont en train de changer d'avis. Donc des potes qui en prépa par exemple étaient sûrs de ne pas vouloir d'enfants, qui là commencent à dire oh finalement nanana, qui se sont mariés ou qui commencent à revenir un peu sur ça. Bon, moi pas du tout. Moi mais aussi je pense que c'est lié à mon métier du coup parce que moi au quotidien, je suis quand même confrontée aux conséquences du réchauffement climatique, de la crise de la biodiversité, et c'est ça mon quotidien, quoi. Et donc, la croissance démographique reste un sujet tellement, tellement clé dans la maîtrise des impacts. C'est pas possible pour moi d'oublier et de passer à autre chose. C'est impossible, quoi. Ouais, t'as une piqûre de rappel journalière, quoi. Exactement. Et donc ça, je peux pas faire autrement, hein. Je peux pas faire l'autruche. Carrément. Bah écoute, super, merci pour toutes ces explications. Est-ce que tu aurais envie de rajouter quelque chose de manière générale sur tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui? Peut-être j'ai pas beaucoup parlé de mon rapport au milieu vétérinaire, mais c'est vrai que ce fameux jour où mon directeur des études m'a dit tu sais, ce métier il sert pas qu'à être vétérinaire, à l'époque, je savais pas vraiment ce que ça voulait dire. Et en fait, maintenant que je fais un métier qui a un peu rien à voir avec le métier de praticien, je sais que j'ai quand même des compétences vétérinaires qui me servent au quotidien. Et en fait, ça, c'est quelque chose dont on n'a pas forcément conscience quand on est à l'école. Mais la formation généraliste qu'on a en école peut nous servir pour tout un tas de métiers, pour tout un tas de compétences. Et ça, c'est très précieux, quoi. Et du coup, c'est vrai que notamment la capacité diagnostique, le fait d'être capable d'analyser une situation à un peu toutes les échelles, et ça, on se rend pas compte qu'on le fait quand on est véto, mais c'est vraiment ce qu'on fait parce que entre une palpation abdominale, une échographie et une analyse, je sais pas moi, d'urine, mais en fait, on se rend pas compte, mais on est en train de changer d'échelle d'analyse et ça nous aide à poser le bon diagnostic. Et en fait, ça, typiquement, c'est exactement ce qu'on fait quand on fait, nous, on appelle ça un diagnostic territorial, où on va étudier un phénomène à l'échelle d'une région, puis à l'échelle d'une ville, puis à l'échelle d'un écosystème, puis à l'échelle d'une espèce. Et en fait, ça, c'est un diagnostic. Et moi, si j'avais pas fait veto, je saurais pas le faire. Donc, il y a quand même des compétences vétérinaires qui me servent au quotidien. Et ça, je serais toujours très reconnaissante, en fait, à ces formations parce que on se rend pas compte de tout ce qu'on apprend. Et c'est très précieux. Ouais, merci, tu fais bien de le souligner. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'a absolument pas, je valide, conscience quand on démarre, mais tu en es la preuve. Toutes les personnes qui passent sur ce podcast en sont la preuve qu'il y a la profession vétérinaire et il y a toute sa diversité, et ça, c'est un truc juste incroyable. Exactement. Et pareil, je pense qu'on n'en a pas conscience, mais la reconnaissance qu'on a des autres professionnels, ça, c'est aussi quelque chose de très précieux. Et en fait, rien que dire je suis docteur vétérinaire, ça nous met dans une position de sachant qui peut nous servir vraiment, vraiment très fort dans n'importe quelle situation professionnelle. Et moi, même si je suis pas praticienne aujourd'hui, je suis acceptée dans mon milieu de biologie marine en tant qu'experte grâce à mon diplôme, quoi. Et ça, c'est tellement précieux. C'est un espèce de passeport scientifique. Et on le mérite, ce passeport. Je veux dire, on a fait des études longues en sciences. Et ça, c'est tellement, tellement précieux. Et ouais, on montre patte blanche grâce à ce diplôme. Et ça sert, quoi. C'est utile.
Ouais, c'est top. Alors, Océane Sorel, que j'ai interviewé aussi récemment, qui est Viro, elle souligne les mêmes choses que toi à ce sujet. Et on disait justement que on oublie cette partie-là parce que surtout aujourd'hui, avec la confrontation avec le grand public, et on a l'impression d'être limite l'inverse, d'être dévalorisé et mal perçu, que néanmoins, ce côté sachant nous ouvre des portes sur tout un tas d'autres milieux. Exactement. Et moi, des fois, enfin, j'ai aussi un peu tendance à l'oublier parce que du coup, je suis en contact avec des gens pour qui c'est pas forcément évident, comme les pêcheurs, comme des élus, par exemple, qui ont finalement qui sont très peu en contact avec ce milieu des vétos. Par contre, dès que je me retrouve dans un colloque scientifique, je retrouve un peu cette reconnaissance comme si on était des pairs, quoi. C'est-à-dire qu'il y a les médecins, il y a les vétos, il y a les chercheurs, et en fait, on est tous au même niveau. Et ça, et on a le même vocabulaire, et on sait se parler, et on a la même culture scientifique. Et ça, c'est très, très, très précieux. Et effectivement, je pense que on n'en a pas forcément conscience quand on n'est pas confronté à ça. Bon, on arrive tout doucement à la fin de ce podcast. Tu l'as déjà un petit peu mentionné tout à l'heure, mais j'aimerais bien que tu le redises. Quel conseil donnerais-tu à la plus jeune version de toi-même? Ne lâche rien. tu as envie de tout faire, fais tout. Voilà, parfait, parfaitement résumé, super. On mettra ton LinkedIn en lien dans cet épisode. C'est le meilleur moyen pour te contacter, je pense. Oui, ouais, carrément. Je suis assez active sur LinkedIn, je jette un coup d'œil régulièrement et c'est beaucoup moins saturé que mes mails, donc ouais, LinkedIn c'est bien. Super. Écoute Audrey, merci beaucoup pour cet entretien qui était juste top. Ton énergie est vraiment contagieuse, j'ai beaucoup apprécié. Et merci aussi pour tous tes conseils qui auront vocation à nous faire évoluer dans un contexte environnemental difficile. Merci Audrey. Eh ben avec grand plaisir, j'espère que c'était pas trop déprimant et merci à toi parce que c'était hyper intéressant pour moi aussi de retracer tout ça et d'y mettre un fil rouge et du sens.